Bien, bonjour à ceux qui sont présents. Bonjour Justine. Donc je vois le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, hein, que ce soit sur le chat ou vocalement. Je sais que généralement vous préférez intervenir sur le chat. Bonjour Issam. Bonjour Nathan. Bonjour à Thomas. Donc on va commencer, hein, dans quelques instants. Donc l'idée c'est que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des défis du numérique. Et puis ensuite, on fera un petit peu le lien avec vous, futurs étudiants de l'une de nos formations en numérique. Ok, parfait. Ben, on va commencer, hein. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à intervenir au niveau du chat en particulier. Pensez à couper vos micros euh, pendant la présentation, sauf si c'est un peu un moment de question et que vous voulez intervenir. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Donc bonjour à tous, je suis Fabrice Jumel, je suis enseignant-chercheur ici à CPU Lyon et je suis en charge de la coordination de la partie robotique de service. Donc on a un certain nombre de majeurs et de spécialités à l'école, la robotique de service en est une, et on aura l'occasion pendant cette présentation de s'y intéresser un petit peu. Donc le thème de cette présentation, c'est les défis du numérique. Euh, alors, quelle est la situation aujourd'hui? De quoi parle-t-on? Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, l'informatique est quelque chose d'omniprésent. En fait, si on s'intéresse un petit peu à l'évolution des technologies ces dernières années, on est en pleine mutation, on est dans une nouvelle révolution industrielle. Et donc, si on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé dans le passé, on a eu une révolution qui était portée par la mécanisation, la première révolution industrielle, le fer. Ensuite, on a eu la mise en place des machines à vapeur, du ferroviaire, de l'électricité, donc qui va commencer à nous intéresser, hein, comme étant un petit peu la base, le support du numérique. L'électronique qui se développe dans les années 50. Accessoirement, l'école existe déjà, en tout cas les écoles qui fusionneront pour devenir CPE Lyon, et qui étaient à l'époque des écoles de chimie, portées par cette révolution industrielle de la chimie, qui va s'intéresser à l'électronique, qui était à l'époque un procédé chimique. Et l'électronique va fortement se développer. Dans les années 80, c'est l'informatique qui commence à devenir omniprésente, avec des développements dans tous les sens et des besoins très importants autour de l'informatique et des réseaux. Et puis on arrive aujourd'hui dans une nouvelle phase de cette révolution autour du numérique, avec le développement de l'intelligence artificielle en particulier, et autour de ça, de problématiques de ce qu'on appelle l'Internet des objets, la robotique de service, le big data. Bien sûr, cette révolution continue aussi dans d'autres domaines, et en particulier la chimie, avec tout ce qui est autour du développement durable, des énergies renouvelables, de la chimie verte, etc. En tout cas, on est en plein dans une logique de transition numérique, avec une importance croissante de besoins numériques, tout en se posant un certain nombre de questions écologiques, sociétales vis-à-vis de ces développements. Alors, si on s'intéresse au monde du numérique, quelles sont un petit peu plus précisément ces grandes révolutions, ces grands défis en marche? Eh bien, on va trouver d'une part le fait qu'on a de plus en plus de données et que ces données, on doit être capable de les acquérir et de les traiter. Donc, on a toute une problématique, de traitement en masse des données, de big data,
Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau de ces 10 dernières années et qui fait qu'on est capable, de répondre à des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre avant. On est capable d'accumuler énormément de données, par exemple, sur les individus qui consultent des sites web, sur les déplacements des gens. Et elle discute avec le M-Band. Alors, je vous invite à couper vos micros. Donc, je lui dis, je n'ai pas dit pourquoi à Nathalie. Si tu veux, je lui dis, Alors, je dis, écoute, converse avec lui de façon banale parce que c'est un cas particulier. Si vous pouvez couper, si vous coupez vos micros, excusez-moi. J'ai un micro ouvert. Merci. Donc, énormément de données sur lesquelles on peut trouver de la valeur. Et donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous naviguez sur Internet, quand vous allez sur des sites marchands, quand vous vous intéressez aux derniers sneakers qui ont pu sortir, eh bien, en fait, vous avez des systèmes qui accumulent énormément de données pour ensuite pouvoir créer de la valeur vis-à-vis de ces données, comme par exemple vous donner de la publicité ciblée, etc. Dans ces traitements de données, on a besoin d'algorithmes de plus en plus intelligents. Et donc, l'intelligence artificielle s'est beaucoup développée, en particulier ces 10 dernières années. Et du coup, on est capable de faire aujourd'hui des choses qu'on n'était absolument pas capable de faire dans le passé. Maintenant, l'autre petite nouveauté, c'est l'Internet des objets, avec le fait qu'on ne capte pas de l'information simplement vis-à-vis de vos navigations sur Internet ou du fait que des gens sont explicitement face à des ordinateurs et sont en train de nous abreuver de données. Mais on a la capacité d'aller récupérer des informations dans la nature, d'aller récupérer des informations directement dans la ville en mettant des capteurs de partout. On peut mettre des capteurs au niveau du sol, on peut mettre des capteurs au niveau des feux, etc., des vitrines. Et du coup, on est capable de récupérer de l'information sur tout type d'activités qui peuvent avoir lieu. Alors, on va, robotique de service, je la passe un petit peu parce qu'on s'y intéressera après. Dans les révolutions, dans les défis qui ont lieu autour du numérique en ce moment, il y a aussi un grand changement qui est que entre l'idée de ce qu'on veut de nouveau, quelle est la nouvelle fonctionnalité qu'on aimerait, quelle est la nouvelle application qu'on aimerait avoir sur son téléphone, ou quel est le nouveau service de l'application à la mode, que ce soit Instagram ou autre qu'on voudrait avoir, en fait, on a besoin d'être capable de passer de l'idée aux usages de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'autrefois, les cycles de développement pouvaient être de l'ordre de la dizaine d'années, en tout cas de l'ordre de plusieurs années. Aujourd'hui, on a des cycles de développement du passage à l'idée à sa réalisation qui sont de plus en plus courts. En particulier, on peut commencer à parler de cycle de développement au niveau du mois, c'est-à-dire qu'on peut être dans des logiques où vous avez des réunions dans des entreprises, se pose l'idée d'un nouveau produit au sens numérique, donc d'un nouveau service, d'une nouvelle application. Et en un mois, on va être capable de faire que ce service soit non seulement testé fonctionnellement à l'intérieur d'un espèce de bureau d'études de l'entreprise, mais qu'il soit aussi, diffusé sur tous les utilisateurs. Et aujourd'hui, les utilisateurs d'une plateforme numérique, on parle potentiellement de milliards d'utilisateurs si on prend le cas de Facebook. Et donc, on a une logique de passage de l'idée au prototype au système final utilisé à grande échelle par des milliards d'utilisateurs. C'est quand même le cas un peu exceptionnel, mais en tout cas des milliers ou des millions d'utilisateurs, qui est de plus en plus rapide. Et donc, pour ça, on a de nouvelles méthodologies de développement, en particulier un terme qui est très à la mode, c'est le terme de DevOps, développement opérationnel, qui fait qu'on est en permanence dans des cycles où on est capable de produire des nouveautés et de faire que ces nouveautés sont non seulement fonctionnelles dans un cadre de démonstrateurs, de tests qu'on pourrait faire comme ça sur le coin d'une table, à l'idée de pouvoir déployer en masse sur des millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux défis qui impliquent que toutes les phases de développement qui peuvent être faites vont être faites dans ces méthodologies de manière justement à pouvoir arriver à ces résultats. Et puis, qui parle de milliers d'utilisateurs, parle de risques. Et donc, du coup, la cybersécurité devient quelque chose de très important parce que le monde numérique est omniprésent. On a de plus en plus de chaînes de valeur qui passent à travers nos plateformes numériques. Donc, il est primordial de pouvoir
développer tous ces services en ayant des règles très, très avancées et très strictes au niveau de la sécurité des données, de la sécurité des utilisateurs, etc. Donc, des points très importants. Vis-à-vis du respect des utilisateurs, donc vous n'êtes pas sans avoir pu constater ces derniers temps qu'il y a des choses qui ont changé sur Internet. On passe notre temps à devoir accepter ou refuser des cookies sur des plateformes. Donc tout ça vient à la base de ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Même si ça peut sembler un petit peu pénible d'être en particulier tout le temps à devoir regarder ces clauses et accepter, refuser, sachant que le réflexe est plutôt de les refuser si on ne les regarde pas en détail, eh bien, l'idée, c'est qu'on on doit prendre conscience qu'en fait, on est traqué sur Internet et que nos données ont une grande valeur, que ces données vont potentiellement être utilisées pour nous cibler sur de la vente, que potentiellement nos données peuvent être utilisées même pour contrôler ou en tout cas essayer de manipuler nos opinions. Hein. Vous avez entendu parler du scandale du Cambridge Analytica, où en fait, on utilisait des données sur Facebook pour être capable de trouver des gens qui étaient un petit peu indécis sur leur choix pour l'élection présidentielle américaine. Et l'idée, c'était d'essayer de faire passer en priorité sur leur flux des informations qui pourraient les faire pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. Et donc, l'idée aujourd'hui de la RGPD, c'est d'être capable de mettre en place tout un système qui va faire qu'on peut naviguer, utiliser des solutions numériques sans être en permanence dans une situation où on va tenter de nous manipuler, de nous prendre nos données, etc. En France, on a la CNIL qui va encore plus loin sur ces choses. On peut citer le fait en particulier de l'importance de mettre en place des règles éthiques pour les gens qui développent dans le monde du numérique, de manière à avoir une situation qui soit plus juste pour les utilisateurs. La CNIL parle en particulier des notions de loyauté. Les systèmes informatiques doivent être loyaux. Si vous avez accès à une plateforme comme par exemple votre mail, votre système de mail doit être loyal, c'est-à-dire que son but, ça doit être un système de mail qui vous permet de lire vos mails. Et ça ne doit pas être un système qui a un autre objectif caché, qui est par exemple d'essayer de vous vendre des produits. Il y a une logique de vigilance, c'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent être vigilants sur ce qui se passe et on doit aider les gens à devenir vigilants. Et puis, il y a une logique de rendre compréhensibles les choses. Un algorithme qui prend une décision importante dans la vie publique, c'est typiquement le cas des systèmes post-bac, doivent être rendus compréhensibles et doivent être considérés comme justes. Donc, on a toute cette logique de respect, de protection portée par la CNIL, portée par l'ONU à un niveau mondial. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous dans la façon dont on imagine l'ingénieur autour du numérique. Alors, on parle de numérique. Pourquoi on parle de numérique ici? Donc, CPE Lyon a deux filières, une filière chimie, génie des procédés et une filière sciences du numérique. Dans le cadre de cette filière sciences du numérique, on propose un certain nombre de formations. Formation en statut étudiant, donc qu'on appelle la formation sciences du numérique ou ETI, électronique, télécommunication, informatique. La formation sous statut apprenti, IRC, informatique et réseau de communication. Et la formation sous statut hybride, étudiant en première année, apprenti en deuxième et troisième année, ICS, informatique et cybersécurité. Donc, je vous invite, si vous avez des questions là-dessus, à vous promener sur le salon virtuel et vous aurez des gens qui pourront répondre à toutes vos questions sur les contenus de ces formations, sur les processus de recrutement, etc. Alors, un petit focus sur quelque chose qui est le deep learning, hein, qui est aujourd'hui un petit peu le fer de lance de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quoi l'apprentissage profond? Et en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre en place des algorithmes qui sont basés sur du biomimétisme, où on va essayer de reproduire le fonctionnement du cerveau humain, même si c'est une pâle reproduction du fonctionnement du cerveau humain. L'idée, c'est qu'on va par exemple mettre des millions d'images en entrée de ces systèmes. On va leur expliquer ce qu'ils sont censés voir sur ces systèmes. Par exemple, sur cette image, il y a une personne. Cette personne, c'est un homme, une femme, il a des lunettes, etc. Donc, on va leur mettre des millions d'images dans ces systèmes. Et en fait, ces systèmes vont pouvoir automatiquement être capables de faire le lien entre les labels qu'on leur a donnés, les informations qu'on leur a associées à ces images et ces images. Donc,
automatiquement, les systèmes vont être capables de donner du sens à, maintenant que je lui donne une image, il va être capable de retrouver, ah tiens, c'est une personne, c'est une femme, elle est blonde, elle a probablement tel âge ou tel type de caractéristiques. Ce qui est nouveau sur ces solutions à base de deep learning, et c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage profond, c'est que jusqu'à présent, enfin on va dire 30 ans en arrière, si on voulait détecter des visages, eh ben, il y avait quelqu'un qui se dit ah ben un visage, ça c'est globalement quelque chose avec des yeux, un nez, une bouche, etc. La nouveauté dans la logique de l'apprentissage profond, c'est qu'en fait toutes ces caractéristiques sont comprises automatiquement par les systèmes. C'est-à-dire qu'on met des millions d'images en entrée. Et en fait, le système va lui-même comprendre un petit peu la logique d'une image. C'est-à-dire que dans une image, il y a des couleurs, il y a des contrastes, il y a des formes. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller essayer d'expliquer ça au système. Le système va trouver ça de lui-même. Si on essaie de lui faire comprendre ce qu'est un visage en lui donnant tout le temps des visages en entrée, il va comprendre la structure du visage. Il va comprendre comment les caractéristiques de base, comme par exemple les changements de couleur, les changements de texture ou autres, vont avoir du sens. Et il va arriver à la fin à trouver une logique de ce qu'est un visage. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de très puissant dans le fait qu'on remplace toutes les phases où avant, on avait besoin de gens qui faisaient des modèles mathématiques très complexes pour donner du sens aux choses, au fait qu'aujourd'hui, les systèmes sont capables de trouver tout seuls du sens. Et donc, cette logique de reconnaissance de visage, en fait, elle ne s'arrête pas simplement à cette capacité de reconnaître. En fait, elle peut aussi aller vers ce qu'on appelle la génération. Ce que vous voyez là affiché à l'image, en fait, c'est des exemples de génération de visages. C'est-à-dire que les visages que vous voyez là n'existent pas. En tout cas, ceux qui sont vers le bas, la grande rangée en bas, n'existent pas. Et ceux qui sont sur le côté, peut-être existent, mais peut-être sont déjà des visages qui ont été générés par des systèmes. En fait, ces systèmes sont non seulement capables de reconnaître des visages, mais sont capables d'en générer. Et ils sont capables d'en générer simplement en donnant des caractéristiques. Par exemple, on pourrait dire, bah, tiens, je voudrais générer un homme, une femme avec des lunettes, etc., de tel âge. Et donc, là, on voit ici des exemples de ce que donnent ces générations. Et dans le passé, on aurait pu voir des choses qui ressemblaient à ça, c'est-à-dire qu'on fusionnait des images existantes réelles. Là, la nouveauté, c'est que vraiment, on peut générer des personnes qui n'existent pas du tout, simplement par des descriptions de ce qu'on peut attendre de ces personnes, et le système peut générer des millions de gens, de visages différents, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses nouvelles, et ça montre la puissance de ces outils d'intelligence artificielle, non seulement dans la logique de compréhension-détection, genre, tiens, il y a bien une personne en face de moi et c'est telle personne, je la reconnais, mais aussi dans la capacité de générer des choses. Donc là, on parle de visage, mais en fait, on pourrait aussi parler de musique, on pourrait aussi parler de livres. Donc, on pourrait avoir des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire des livres, ce qui a déjà eu lieu. Il y a des intelligences artificielles qui ont, par exemple, gagné des concours de nouvelles. Nous, à l'école, on est gros utilisateurs de ces solutions à base d'intelligence artificielle et on en développe certaines. Donc, vous voyez ici quelques exemples de choses qu'on a pu soit développer, soit utiliser. Donc, on participe, j'en reparlerai un petit peu après, à des concours de robotique dans lesquels interviennent beaucoup de problématiques de reconnaissance de personnes ou d'objets. Donc là, vous voyez le type d'outils qu'on peut être amené à développer ou mettre en œuvre. De la détection de gestes, par exemple, pour savoir si la personne est en train de boire, si elle veut nous serrer la main, etc. Des systèmes de détection, reconnaissance de personnes, des systèmes de détection d'objets et de localisation de ces objets en 3 dimensions, dans l'idée qu'on puisse en particulier aller les saisir avec des solutions robotiques. Des systèmes de tracking de personnes, donc là, ce qu'on peut voir en bas à droite, où on va être capable de, à partir du moment où une personne rentre dans la pièce, on va être capable de garder les caractéristiques de son visage pour le reconnaître si jamais elle revient, trouver les caractéristiques, par exemple, sur le type de vêtements qu'elle utilise, les couleurs de ses vêtements, ses positions, et ensuite, on va être capable de créer des collectes d'informations qui vont nous permettre d'interagir intelligemment avec ces personnes dans l'environnement. Alors, je voulais faire le focus sur quelques défis actuels du numérique. Cette représentation ici, elle est là pour parler un petit peu des problématiques de traçabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à se développer suite en particulier aux différents scandales sanitaires qu'il y a pu y avoir.
sur le fait que les gens aimeraient bien avoir la capacité de suivre précisément, en particulier sur les denrées alimentaires, la provenance des aliments et le plus de détails possible pour aller, si possible, même jusqu'à, si on est si on considère des produits laitiers provenant d'une vache, quelle a été l'alimentation au cours de cette vie de cette vache, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été développées dans ce sens. Vous avez déjà beaucoup d'applications qui, à partir du QR code d'un produit, peuvent vous donner des informations pertinentes sur ce produit, par exemple sur sa qualité intrinsèque, sur ses bonnes propriétés vis-à-vis de la santé, etc. Et en fait, ce qui est en train de se développer, c'est d'aller beaucoup plus loin dans le suivi et de pouvoir remonter les informations complètes sur la provenance des produits, même si ces produits ont été transformés. Et donc, c'est l'occasion de parler d'une notion, vous avez peut-être entendu un petit peu le mot, la notion de blockchain. Donc, en fait, dans les choses qui se sont développées ces dernières années, donc on a une notion de blockchain. On en entend en particulier parler autour des crypto-monnaies, donc les informations que vous avez dû entendre sur le Bitcoin, l'Ether, etc. Donc, la blockchain sert à créer des crypto-monnaies, mais elle sert aussi à créer des logiques de chaînes d'information. Et l'idée de la blockchain, c'est que cette chaîne d'information peut être potentiellement publique et complètement décentralisée. Alors, le fait que ce soit public, c'est intéressant dans l'idée que, par exemple, face à l'industrie agroalimentaire, si c'est public, l'industrie agroalimentaire ne peut pas rendre public des choses et les cacher, etc. Donc, on a vraiment une capacité d'être sûr des informations vu qu'elles sont publiques dès leur naissance. Et puis, le côté blockchain décentralisé va lui permettre en fait que l'information ne dépend pas de quelqu'un, d'un tiers de confiance qui aurait, entre guillemets, on va dire, la capacité de changer les informations à sa guise. Là, il n'y a pas de tiers de confiance externe. Et en fait, ça fait que personne ne peut prendre le contrôle sur les informations. C'est-à-dire que les informations traitées dans une logique de blockchain ne peuvent pas être contrôlés par un tiers à sa guise. Et donc ça, c'est des choses nouvelles qui amènent potentiellement à des nouvelles formes de services et puis à un nouveau placement de l'utilisateur final vis-à-vis des données. C'est-à-dire que dans une logique de blockchain, par exemple, l'utilisateur a aussi sa place sur le fait qu'il peut lui-même être un maillon de la chaîne de blockchain des produits qui l'intéressent. CPE Lyon, c'est une école, comme on a pu le voir, de chimie et de numérique. Donc, on a toute une spécialité sur la chimie et toute une spécialité sur le numérique. Donc, parlons un petit peu de chimie et numérique. Alors, vous avez peut-être entendu, il y a de ça quelques mois, on nous a parlé à la télévision de l'intelligence artificielle va révolutionner le monde des médicaments. AlphaFold, donc porté par la partie IA de Google qui s'appelle DeepMind, vient de révolutionner une problématique, etc. Alors, de quoi on parle et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir que toute la problématique du vivant est liée sur la logique des protéines, eux-mêmes sur la construction autour des acides aminés. Et donc, tout le vivant, en fait, est fortement lié aux propriétés, aux interactions que peuvent avoir les protéines entre elles. Et donc, c'est toute la base du vivant. Une protéine, à la base, c'est une suite d'acides aminés. Le problème, c'est que les propriétés que peut avoir en finale ce composé extrêmement complexe, qui contient énormément d'atomes, en fait, les propriétés finales, au sens les interactions qui vont pouvoir se faire, dépendent très fortement de la façon dont ces protéines vont s'agencer en 3 dimensions. En fait, on imagine une liste d'acides aminés, mais en fait, la partie importante des propriétés n'est pas liée aux acides aminés eux-mêmes, mais à la façon dont ils vont être disposés dans l'espace. Et en fait, les propriétés d'interaction sont liées à ça. Et donc, vous voyez à quoi ressemble potentiellement une protéine, et c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, la question de pouvoir prédire la façon dont va s'organiser
en 3D une protéine, donc ça va être lié à des problèmes d'interaction de physique, de propriétés des atomes, etc. Et donc, le fait de pouvoir modéliser comment cette protéine va se refermer sur elle-même est un problème relativement complexe. Et en fait, il existe un concours sur cette problématique-là qui a démarré depuis 50 ans. Et donc, l'idée, c'est que on récupère par des procédés d'analyse, images ou radiographie, ces informations de positionnement réel de la protéine, et on va essayer de voir si des systèmes auraient pu imaginer, auraient pu calculer, prédire ce déroulé. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que AlphaFold 2 a complètement explosé les standards vis-à-vis de cette capacité de prédiction, et qu'on frôle l'erreur de mesure qu'on peut avoir sur le processus physique lui-même si on va aller essayer de regarder dans la réalité. Et donc là, vous voyez des exemples entre ce qui a été prédit par AlphaFold 2, donc l'intelligence artificielle mise en place par Google pour prédire ce type de choses, et le vrai repliement de ces protéines. Donc, l'idée, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est omniprésente et elle atteint aussi le domaine de la chimie, le domaine du médical, sur des problématiques potentiellement extrêmement prometteuses et complexes, comme par exemple la compréhension des mécanismes fins d'interaction des protéines et donc, in fine, du vivant lui-même. Alors, un autre défi, c'est celui du véhicule autonome. Donc, vous en avez entendu parler. Le véhicule autonome, il est déjà plus ou moins là. La plupart des véhicules Tesla sont équipés de tout ce qu'il faut pour en faire des véhicules autonomes. Un véhicule autonome, c'est quoi? C'est un véhicule qui est capable de donner du sens à tout ce qui se passe autour de lui, qui va être capable de comprendre où se trouve la route, où se trouvent les autres usagers de la route, de lire les panneaux, de donner du sens au feu, etc. Donc là, vous voyez le type d'information qui va être comprise par ces systèmes, les piétons, les véhicules, etc. Donc c'est vraiment une énorme révolution. Et ça peut aller même jusqu'à essayer de donner du sens au comportement des voitures qui nous croisent, éventuellement de donner du sens, par exemple, à un véhicule à côté avec un geste qui serait fait par le conducteur du véhicule d'à côté qui nous dirait n'hésitez pas à passer, je vous laisse la main. Donc là, on a vu un certain nombre de ces défis. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais un petit mot sur les défis de nos étudiants, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de défis au niveau mondial, mais nos étudiants, ils ont aussi des défis à relever. Donc, par exemple, cette année, on a des groupes d'étudiants qui ont travaillé sur les défis du numérique et du handicap dans le cadre d'un hackathon national qui regroupait des professionnels de la santé et des acteurs du numérique. Donc, alors, j'ai un micro qui est allumé, s'il peut être coupé. Merci. Donc, dans le cadre de ce projet, on a des étudiants qui ont été primés. Donc, le premier prix, donc on avait un de nos étudiants dans le groupe autour d'un système pour aider une personne handicapée en fauteuil à pouvoir pousser une poussette avec des enfants à l'intérieur. On a aussi des élèves, excusez-moi du lapsus, qui se sont mobilisés sur le bien-être animal. Et donc, on a lancé un partenariat que j'espère être de longue durée sur numérique et bien-être animal avec le parc de la Tête d'Or. Donc, l'idée, c'est de développer des solutions à base d'intelligence artificielle qui vont permettre de mesurer l'activité des animaux de manière individuelle et d'être capable d'avoir des critères de bien-être de ces animaux. Et l'idée aussi de ces outils, ça va être de faire participer le public de manière à ce qu'ils puissent pouvoir suivre beaucoup mieux les animaux qu'ils croisent. Il va pouvoir savoir quel est le nom de ces animaux. Il va pouvoir utiliser des applications qui vont permettre de reconnaître individuellement les animaux. En tout cas, c'est les objectifs qui sont visés par ces applications. On participe aussi à une compétition de robotique dans le cadre de quelque chose qui s'appelle la RoboCup. Donc, je ne vais pas m'étendre ici,
Mais en tout cas, la RoboCup, c'est un endroit où on voit ce qui se fait de mieux en robotique, en particulier des robots joueurs de foot. Hein. L'objectif de la RoboCup à la base, c'est de faire des robots qui puissent gagner contre l'équipe humaine championne du monde en 2050. Et nous, dans le cadre de cette RoboCup, on s'intéresse en particulier à des systèmes d'aide à la personne, comment des robots vont être capables d'apporter du service dans un appartement. Et donc, on a une équipe avec beaucoup de gens sur la Doua de plusieurs écoles d'ingénieurs, d'universités, de laboratoires qui travaillent sur ces problématiques et qui coachent des étudiants qui participent avec nous à tout ça. Alors, j'ai fait le tour hein, de ce que je voulais dire. L'idée, c'est que l'école va essayer de former des étudiants qui soient aptes à relever ces défis, c'est-à-dire des étudiants qui sont à la fois à l'aise sur les technologies, qui sont capables de manipuler des sciences, mais aussi qui soient formés au niveau de valeurs éthiques, au niveau de leur savoir-être, qui vont être capables d'être des maillons responsables de ces chaînes, de manière à pouvoir produire des produits responsables et qui soient conformes aux attentes de la société et des entreprises qui essayent de les développer. Voilà. Donc, l'innovation, la recherche, le lien avec la problématique d'innovation. Donc là, comme ça peut être illustré par notre double diplôme avec le M Lyon, qui est très plébiscité par nos étudiants, permettent justement d'aller vers cette logique de l'élève à la fois proche des problématiques techniques, mais qui est aussi une personne humaine avec des valeurs qui porte ses projets. Voilà. Alors, je regardais un petit peu, donc là, je vois qu'il y avait des questions sur les options. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on est encore plus dans une logique que pour la première. C'est plus logique de garder les options maths et physique. Maintenant, les choses évoluent, c'est-à-dire que sur toute la partie NSI, il y aura à terme tout ce qu'il faut et on accueillera sans problème des élèves qui sont partis là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans la logique des poursuites d'études au niveau ingénieur, c'est toujours maths et physique qui sont plébiscités. Et donc, pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller discuter avec les responsables, avec les chats sur les formations, avec les élèves qui n'hésiteront pas à vous donner toutes les informations sur ces choix potentiels d'options, sur la façon dont on postule sur les différentes formations. Hein, donc, n'hésitez pas à aller vous promener sur les chats, à aller regarder les différents documents vidéo qui ont été mis, mais surtout d'aller parler. Il y a beaucoup de gens présents, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants, donc n'hésitez pas à aller poser toutes vos questions en détail sur cette chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. En tout cas, voilà, pour conclure, le numérique aujourd'hui, c'est omniprésent et on a une richesse de métiers derrière qui sont extrêmement importants. Donc, du coup, ce n'est pas une question de geek attitude, d'ordinateur ou autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, c'est le maillon central de notre monde et on a de la place pour toutes les compétences et tous les profils et c'est là que les choses se passent. Ouais, donc pour la formation ICS, donc je vois la question. Donc, la question est bien posée et contient la réponse, c'est-à-dire que oui, c'est essentiellement après BTS, mais on a des places pour des DUT ou des licences et on a aussi des possibilités d'admission directe sur l'année 4. Hein, donc, je vous invite, pareil, à aller discuter directement sur le chat d'ICS pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, donc je vois pour la prépa MP2I, donc c'est vrai que il y a un nouveau format de prépa qui s'est développé. On parle d'un peu plus de numérique.
Maintenant, ça reste quand même très traditionnel, et en particulier sur le côté SP, on a un regroupement qui se fait assez naturellement. Enfin, c'est un système un petit peu compliqué au moment où on passe en SP. Donc aujourd'hui, ça reste ça débute en 2021. C'est logique des prépas. Nous, on est très favorable à ces prépas. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas franchement de retour. Et comme je dis, on n'a pas de spé vraiment si spécifique. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui bien perçu le sens au niveau spé. Donc voilà. Est-ce que les filières ont un quota, donc un classement, ne pourront être pris partout? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par filière. Alors, on a 3 formations. Donc, on a la formation que je vais appeler sciences du numérique, la formation IRC, la formation ICS. Et donc, du coup, chacune a des recrutements un petit peu différents. Ensuite, les filières, d'accord. Donc, les majeurs, donc oui, c'est vrai que ça change par école. Nous, on appelle ça des majeurs, ça pourrait s'appeler des spécialités. Donc, en fait, dans chacune de nos formations, on a des spécialités. Par exemple, sur la formation sciences du numérique, on a 5 majeurs. Aujourd'hui, on n'a pas de quota sur ces majeurs, c'est-à-dire que les étudiants peuvent aller sur la majeure qu'ils souhaitent. Sur les admissions, alors, pareil, ça va dépendre de quelle formation on parle. Donc, aujourd'hui, cette année, c'est une année particulière vis-à-vis du concours Puissance Alpha. Et donc, pareil, je vous invite à voir avec le chat côté prépa sur les détails de l'admission, comment ça se passe cette année, qui est sur dossier plutôt que sur concours. Mais en tout cas, je vous laisse aller checker, vérifier avec les personnes les plus compétentes sur ce type de questions. OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres types de questions? Donc, j'espère que je vous ai un petit peu présenté le côté, les défis, c'est-à-dire le but de cette présentation n'était pas de vous montrer les formations, c'était vraiment de vous montrer ce qui se passe derrière le monde du numérique, de voir que c'est en plus une révolution vraiment particulière qui débute avec l'Internet des objets, la robotique de service et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a vraiment un cadre applicatif qui est vraiment nouveau et qui quitte le cadre de l'écran. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était utilisateur des solutions informatiques à partir du moment où on avait un clavier dans les mains et une souris. Ces dernières années, on est devenu utilisateur de l'informatique en ayant un autre téléphone et c'est devenu la porte d'entrée. Mais la nouveauté, c'est que la révolution de maintenant, c'est que le numérique, il est partout. Il est dans nos rues, dans nos voitures, dans nos bâtiments, et qu'il n'y a plus de séparation entre le monde du numérique et le monde physique qui nous entoure. Parfait. En tout cas, je vous remercie pour le suivi et toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à les discuter. C'est vraiment l'occasion. Vous avez les jeunes du BDE qui sont là. Vous avez des enseignants. Vous avez tous nos services administratifs qui sont mobilisés. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener, à discuter pour avoir les informations. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver d'ici quelques années. Donc, moi, j'interviens plutôt en année 4 et en année 5. Et qui sait, j'espère que j'aurai le plaisir de vous voir rejoindre nos équipes qui participent à la RoboCup ou participer à nos défis. En particulier, moi, je suis très attaché à ce défi autour du bien-être animal avec le parc de la Tête d'Or. Donc, j'espère vous retrouver motivé d'ici quelques années pour participer à ces beaux projets. Donc voilà, en tout cas, bonne continuation et n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller discuter avec les personnes qui sont là pour vous. Merci. Tu es en train d'écouter un truc là? Ouais. Ah, c'est CPE? C'est en train de finir. Au revoir. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
Ouais, pour participer à la RoboCup, je vois la question, le plus important, c'est la motivation. Si vous êtes motivé, vous avez votre place. On est vraiment dans quelque chose pour les passionnés. Oui, donc il y a une majeure sur la robotique de service. Dans le cadre de. Alors, en fait, dans le cadre d'IRC, vous avez une majeure autour de l'intelligence ambiante dans lequel on a de la robotique de service. Et dans la formation sciences du numérique ETI, vous avez une majeure robotique de service. Eh bien, au plaisir de vous retrouver à l'école, Lisa. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais couper et je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir les personnes, discuter avec les élèves du BDE ou avec mes différents collègues.